Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes dans la dernière. Je vais pas dire la dernière partie parce que en vrai, à mon rythme, il y a des chances que ce soit en 4 parties pour la lecture, pour le finalité. Vu que ma gorge est déjà, je sais pas pourquoi, complètement pété avant même de devoir streamer alors que j'ai pas utilisé ma voix de la journée, il y a de grandes chances qu'on ne fasse que qu'une heure comme d'habitude. Donc je rappelle qu'on est sur une étude qui permet de voir comment on peut avoir une bonne vie autiste, vue à travers les expériences de femmes autistes. Et on était rendu à Autistic Flourishing, donc les stratégies pour favoriser l'épanouissement des personnes autistes. So far, mon principal problème, c'est que visiblement, des fois, j'ai l'impression qu'on ne prend pas trop en compte l'environnement et qu'on n'est que centré sur soi-même tout du long. Ce qui marche, hein, en soi, pour aller bien, se centrer sur soi-même, c'est une bonne idée. Mais pour les autres personnes qui ont lu mes préférences sur le Harmony Landscape, vous comprendrez pourquoi je trouve que c'est pas aussi simple que juste de se centrer sur soi-même. Du coup, se permettre de se sentir mal, être à l'écoute de ses émotions et ses signaux corporels. Se permettre de se sentir mal, yeah, je vois l'idée, je vois l'idée. Ah. Nous avons décrit comment nous autorisions à écouter les signaux de notre corps pour améliorer l'expérience de l'épanouissement autistique. Plusieurs d'entre nous semblent recourir consciemment au STEAM pour contrôler les expériences à renforcer et celles à atténuer. Et l'une d'entre nous a expliqué comment elle s'autorisait à se sentir mal et à l'accepter, ce qui paradoxalement l'a fait se sentir mieux. Une autre personne a décrit quelque chose de similaire. Il ne s'agit pas de lutter contre le négatif ou de l'éviter, mais d'y faire face de manière plus positive, comme l'a formulé l'une d'entre nous. Euh, ta, 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 ta. J'essaie de considérer l'anxiété comme une amie plutôt que comme une ennemie. En quelque sorte, elle veut me dire quelque chose, non pas pour me faire du mal, mais parce que d'une certaine manière, elle veut mon bien. C'est pas la première fois que je lis ce genre de discours. Euh... Diriger son focus. Hop. Donc concentrer son attention. Nous avons parlé de la concentration, comment l'orienter, l'utiliser et la vivre pour favoriser l'épanouissement des personnes autistes. Plusieurs d'entre nous ont décrit la création d'un monde intérieur permettant de générer un sentiment de calme et de joie. Ce phénomène a été décrit comme une forme de rêverie, d'attention tournée vers l'intérieur ou du jeu de rôle. L'une d'entre nous a expliqué qu'elle s'évadait dans des espaces intérieurs, créant ainsi un environnement dont elle ressentait le besoin à ce moment-là. Des espaces intérieurs. Oh. Si je pouvais choisir en toute liberté où est-ce que j'aimerais être en ce moment, et puis je crée cet espace. Ah, je vois, genre de... comme de la guided d'imagerie. Ok. En vrai, techniquement, je fais la même chose. Donc pas étonné, je vois l'idée, tu arrives à te représenter un espace et de pouvoir te mettre à l'intérieur de cet espace. Easy peasy au bout d'un moment avec de l'imagination. Une autre personne a expliqué qu'elle faisait parfois semblant d'incarner un autre personnage tout en restant elle-même afin de rendre sa journée plus agréable ou plus chaleureuse. Ah, ça peut être une astuce. J'essaye de voir s'il y a des bonnes astuces pour moi-même dans le tas. Peut-être que je suis étudiante à l'université et que quand je m'assois, j'imagine en tant qu'étudiante en train d'aménager mon bureau, de le rendre confortable pour moi. Et juste, je cesse de me le répéter tout au long de la journée. C'est quelque chose qui rend tout beaucoup plus facile et plus agréable, plus douillet. Oh oh. Je- Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que les personnes autistes et les jeux de rôle, souvent, ça fait bon ménage. Une autre d'entre nous expliquait comment elle se créait des moments qu'elle attendait avec impatience, car cela lui permettait de se sentir bien dans le présent et contribuer à passer une meilleure journée. Il ne s'agissait pas forcément de grandes choses, cela pouvait être quelque chose d'aussi simple que de lire un texte intéressant puis de manger quelque chose de délicieux.
I'm doing the same. Bah, pour le moment, moi, j'apprends rien. Mais après, je pense que ça marche aussi pour des personnes neurotypiques, en vrai, ce genre de truc. Mais c'est ce qui avait été dit, hein, c'est qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas propres aux personnes autistes tout du long, hein, qu'il y avait des choses qui pouvaient être, dans un cadre neurotypique, fonctionner de la même manière. Certaines d'entre nous ne se livreraient pas à ce type d'imagination tailleur, mais décrivaient plutôt l'expérience de l'hyperconcentration qui était considérée comme merveilleuse et agréable, même si le fait de changer d'objet d'attention pouvait s'avérer difficile et épuisant. L'une d'entre nous l'a décrite ainsi. Ah, les fameux intérêts autistiques où tu restes sur un sujet tout du long et tu fais un tunnel de ciel. Quand j'entre en état d'hyperconcentration, je me lève encore plus haut et je deviens plus moi-même. Après, je tombe dans des espèces de crash, comme je l'appelle. Bah oui, il y a un contre-coup à rester focus sur un truc pendant des heures sans te rendre compte que les heures sont passées. Une personne qui décrit l'hyperconcentration moins comme dans un état intérieur émotionnel que comme une immersion profonde dans un sujet spécifique. Ouais, voilà, ça c'est plus ce que je connais. Ça, par contre, une hyperconcentration sur soi-même, peut-être que... Voilà. Il s'agissait d'un désir il s'agissait d'un désir et d'une motivation fondée sur l'intérêt de comprendre quelque chose, comme les personnes et leur fonctionnement physique et mental. Yeah. Je serais pas être à te dire des études comme ça en stream si jamais je me posais pas le même genre de questions. L'une d'entre nous qui est à la fois autiste et atteinte de TDAH a expliqué pourquoi l'hyperconcentration est liée à la fois à l'autisme et au TDAH et comment ces deux troubles peuvent se renforcer mutuellement. Cependant, elle estimait que son hyperconcentration était davantage liée à l'autisme car elle consistait à absorber toutes les informations disponibles et à percevoir clairement tous les liens. Tout. La différence entre mon hyperconcentration liée au TDAH et à celle de mon autisme, c'est que la première me pousse à me lancer dans l'inconnu, tandis que la seconde me consiste davantage à lire et à apprendre de quelque chose d'intéressant. Mais les deux sont agréables. L'hyperconcentration liée à l'autisme est davantage une question de profondeur, analyser couche après couche, absorber toutes les connaissances, puis aller encore plus loin. C'est agréable, c'est un processus de longue haleine, se manifeste par vagues. Mon hyperconcentration liée au TDAH fonctionne rapidement sur le plan logistique. J'organise toutes les couches liées au temps et je les coche au fur et à mesure. Il s'agit davantage d'agir, parfois physiquement, parfois mentalement, de résoudre des problèmes et d'avancer rapidement. C'est un actif sensory-moteur, c'est comme danser, c'est faire des stims, un rythme intense et dans l'instant présent. J'ai rien à dire, je suis d'accord avec tout ça. Malheureusement, euh, moi qui aspirais à apprendre des trucs, réduire la surcharge sensorielle et cognitive. Nous avons évoqué les mesures que nous prenons pour éviter la surcharge sensorielle et cognitive en tant que moyen de nous aider à atteindre l'épanouissement. L'une d'entre nous a expliqué comment, après avoir souffert d'épuisement professionnel, elle avait appris à travailler de manière plus durable en réduisant ses heures de travail effectives et en passant un rythme de travail trop efficace à un rythme plus normal. Nous avons aussi souligné l'importance d'un environnement de travail flexible qui nous permettent d'organiser nos journées en fonction de nos propres rythmes énergétiques. Une autre d'entre nous a expliqué qu'elle pratiquait beaucoup de stimulation pour rester ancrée, parfois avec son enfant, qu'elle a décrit comme créatif lorsqu'il s'agit d'imaginer de nouvelles stimulations amusantes. Nous avons également discuté du besoin d'être seul, du temps pour soi et de la façon dont cela permet de se ressourcer. Pouvoir se concentrer sur nos propres besoins sans avoir à nous adapter aux autres. L'une d'entre nous a expliqué qu'elle avait réduit ses heures de travail pour disposer d'une journée par semaine rien que pour elle. Lorsque l'intervieweuse lui a demandé comment elle identifiait ses besoins, elle a répondu que cela était devenu plus facile après une période d'essai et d'erreur, en observant comment son corps et son cerveau réagissaient à différentes activités. J'avais l'impression que mon cerveau me remerciait quand je sortais me promener.
Fanny. Elle a carrément expliqué qu'elle avait appris à éteindre son téléphone et à éviter les écrans. Par exemple, elle éteint son téléphone avant de commencer une activité sur laquelle elle souhaite se concentrer car une sensation fragmentée perturbe le repos mental qu'elle ressent lorsqu'elle peut se concentrer pleinement sur une seule chose. Entrer dans un état de flow et être pleinement présente. Après des situations sociales qui ne conviennent pas, par exemple des environnements peu stimulants, nous pouvons nous sentir fatigués ou avoir l'impression de trop réfléchir, ce que certaines d'entre nous ont décrit comme une sorte de coup de panique. L'écoute de podcast a été mentionnée comme un moyen efficace d'interrompre la rumination et de se remettre de ces situations sociales. D'autres ont expliqué avoir besoin de dormir et d'attendre le lendemain pour que les pensées envahissantes ou l'épuisement s'estompent. En vrai, maintenant imaginez le problème de la rumination en question qui se fait juste avant de dormir et qui déclenche des tas et des tas d'insomnie. That was my life for years. Je sais pas pourquoi je dors bien ce dernier temps, mais je vais pas me plaindre. Le sommeil en soi est important pour beaucoup d'entre nous avant que les pensées envahissantes ne prennent le dessus, avant que tout ne parte en vrille et la structure, les listes et l'ordre. On parle pas d'ordre de droite. Attention. Beaucoup de personnes autistes sont à gauche. Beaucoup d'entre nous ont décrit le fait de sa tête dans l'eau comme apaisant, l'eau étant un outil de régulation ou que ce soit en raison de la sensation de flottement ou de légèreté ou encore de la chaleur ou d'une douche chaude. Certaines d'entre nous ont souligné l'importance du retour extérieur d'une personne de confiance. Par exemple, pour vérifier comment nous étions perçus dans une situation sociale, afin de pouvoir nous défaire des perceptions de soi négatives et erronées. Le problème, c'est qu'avec le temps, t'es pas entièrement sûr d'avoir des personnes de confiance partout. L'une d'entre nous a expliqué qu'elle répétait des mantras à haute voix pour faire taire sa voix intérieure critique, qu'elle comparait à un corbeau sur mon épaule qui me piquait. L'exercice ou l'activité physique, comme le yoga, la course à pied, a été décrit comme une stratégie importante pour le rétablissement. Je me demande, genre, de mon point de vue d'autiste qui essaye de travailler sur les personnes neurotypiques, entre guillemets, de les comprendre, elles font un peu ça aussi, non? Genre on est 1% de la population, pourtant t'as pas 1% de la population qui fait du yoga. T'en as beaucoup plus qui font qui font du sport, etc. Bien que la plupart des personnes neurotypiques ont le même besoin. Ou alors elles le font mais pour des besoins différents. Ça par contre c'est plus souvent la même règle en question. Elles le font pour des besoins différents. Mais notamment elles sont plus sensibles au concept d'audience. Parfois je sors courir, je me mets à réfléchir. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'était bien, j'aurais peut-être dû le dire autrement. Je commence à courir plus vite et mon cerveau cesse de réfléchir. Je dois me forcer. Yeah, je vois l'idée. Je sais pas si ça va en dire au passé, donc on va prendre juste que ça. Plusieurs d'entre nous ont également préféré associer l'exercice physique à l'expression orale, comme réciter des mantras ou crier ou parler de manière rythmée. Lorsqu'elles étaient seules, parmi les autres stratégies apaisantes mentionnées, on peut citer regarder dans le vide et s'isoler de toute interaction sociale pour retrouver progressivement d'énergie. Lire des livres, méditer, faire du bricolage ou regarder des séries télévisées. Certaines d'entre nous ont fait la distinction entre les différentes façons de regarder les séries télévisées. Le visionnage captivant, regarder les séries télévisées que la personne apprécie tout trouve agréable ou intéressante. Ou le visionnage apaisant, regarder des séries télévisées qui ne correspondent pas nécessairement au goût ou au centre d'intérêt de la personne, mais qui sont légèrement intéressantes et aident à briser les boucles de pensée et à permettre au cerveau de se reposer. Vraiment? La deuxième catégorie comprend les séries susceptibles d'apporter un sentiment de calme modérément captivante, de qualité moyenne et offrant peu de stimuli sensoriels.
J'ai juste dans ma tête tous les animes qui sont vraiment des... Genre des trucs dont personne n'a entendu parler, qui sont juste des... un petit peu des trash shows, entre guillemets, que j'ai regardé pendant des années pour me sortir de mon cerveau. Maintenant, je regarde d'autres trucs, mais c'est pas très loin. Euh, De telles séries pourraient faciliter la déconnexion mentale, permettre de se ressourcer, puis de se détendre progressivement et de se relaxer. Par exemple, l'une d'entre nous a fait remarquer. Oh, je suis en train de penser. Si, bah je fais ça, je lis toujours de temps en temps des webtoons et des mangas de low quality, entre guillemets, pour passer mon temps. En général, je préfère voir un film que je connais déjà ou choisir un nouveau film qui correspond à son intérêt habituel ou au thème que j'apprécie. Hey, niveau film, je suis absolument comme ça et c'est un problème. Certaines d'entre nous ont joué le rôle de leur propre thérapeute en utilisant une voix intérieure ferme mais bienveillante pour se recentrer et retrouver l'équilibre. D'autres recourent à des stratégies basées sur le choc telles que l'immersion dans l'eau froide, bain d'hiver pour se réguler. Le système nerveux allongé sur un tapis d'acupression. Ouais. L'objectif de cette stratégie, outre de mettre fin aux ruminations, retrouver de l'énergie, était de retrouver l'équilibre, de se sentir ancré et de se recentrer sur son attention sur le moment présent. L'une d'entre nous a fait remarquer que l'inquiétude et la réflexion excessive sont incompatibles avec un sentiment de vitalité et qu'il ne vaut tout simplement pas la peine de perdre la joie de vivre à cause d'une situation sociale. Cet état d'esprit l'a aidé à cesser de trop analyser. Je n'ai aucune envie de me tarder là-dessus, je n'ai qu'à leur dire qu'ils aillent se faire foutre et passer à autre chose, aller de l'avant. Ah, j'étais comme ça avant. Peut-être qu'un jour mon masking pétera et je redeviendrai comme ça et j'aurai... Et ça deviendra un énorme problème et une source de dépression parce que je vais perdre tous les gens autour de moi quand je vais devenir comme ça. Et que je ne vais... Et que tout va aller mal dans ma vie parce que je fais plus l'effort de masquer. Parce que dès que je m'arrête de masquer, les choses vont moins bien en règle générale autour de moi. En particulier dans les situations professionnelles. Non, je peux pas me permettre. J'aimerais bien, hein, mais elle a de la chance, cette personne. Je l'envie. Il a également été souligné qu'il était important d'éviter de travailler le soir, car cela surexcite le cerveau et le rend plus difficile à la détente. Yeah! Agreed. Nous avons également évoqué les jeux comme outil de concentration et de détente en privilégiant les jeux mobiles stimulants mais pas trop exigeants sur le plan cognitif tels que Sudoku Tetris, qui va favoriser à la fois la concentration et la détente ainsi que de permettre de rompre d'un état d'hyperconcentration intense. Cependant, pour certains d'entre nous, les jeux sont devenus un obstacle à la détente car nous y perdions et avions du mal à nous arrêter, même lorsque nous savions que nous avions besoin de dormir. Not gonna lie, je joue beaucoup moins à des jeux vidéo ces derniers temps et ça me réussit mieux. Après, les moments où j'y joue maintenant, du coup, c'est plus dans l'après-midi. Et l'après-midi, ça marche mieux pour moi. Genre, ou alors le soir, mais pas trop tard. Bref, j'évite d'y jouer tard. Se servir d'une personne pour mettre de l'ordre dans ses pensées et comprendre ses expériences, chercher à faire valider ses expériences. Ah, c'est ça, c'est mon plus gros problème. C'est que j'ai souvent fait ça. Et... Et du coup, bah, faut être capable, à mon avis, d'être capable de donner en retour quand tu fais ça, quoi. Et le problème, c'est que bah, t'as pas toujours la capacité de donner en retour, et c'est là où tu tombes dans un paradoxe. Euh, Du coup, comme j'aime pas trop ce paradoxe, j'essaye de toujours donner en retour, mais yeah, not that easy, is it? Plusieurs d'entre nous expliquaient à quel point le fait de... Alors, j'ai un papillon qui vient de passer devant moi, j'aimerais bien que tu t'en ailles. Ou alors que tu ne bouges plus. Je sais pas pourquoi les papillons, ça me fait flipper vu de près. Vu de près. Genre, tu zoomes sur leur tête.
Plusieurs d'entre nous ont expliqué à quel point le fait de discuter avec d'autres personnes nous avait aidé à mettre de l'ordre dans nos pensées, à les comprendre et à les valider. Ça nous a permis d'éviter de trop ruminer ou d'y renoncer. De trop ruminer. Mince. Je suis pas un cute. Actuellement, j'ai mes émotionnels dashboard devant moi. Et bah, elle est juste sur l'un des émotionnels dashboard. Tant que ça bouge pas, moi. Cependant, cela nécessitait une relation de confiance, et c'est là où on entre dans un problème. L'une d'entre nous expliquait qu'elle pouvait appeler sa belle-mère à tout moment pour parler de différentes situations sociales et obtenir de l'aide pour les mettre au clair et à les comprendre. Sa belle-mère l'aide en partageant ses propres réflexions sur la situation et en posant des questions. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien quand t'as une personne qui t'aide à vérifier que t'es pas en train de faire des conneries, et puis ça se trouve, bah, t'es en train de faire des conneries. Et le problème, c'est quand tes amis valident tes conneries, ça c'est un autre souci. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai surtout besoin de mettre les choses au clair, de sentir que quelqu'un d'autre m'écoute et reconnaît la validité de mon expérience dans tout ça. Et reconnaît la validité de mon expérience. Big mood. Je trouve que ça m'aide parce que sinon, je veux dire, ça m'aide à rassembler les pièces pour former un tout afin que je ne devienne pas une succession de traumatismes isolés. Mais ouais, la validité de l'expérience est très important. Genre je... Genre je capte. Plusieurs autres personnes ont expliqué qu'elles utilisaient la tenue d'un journal de la même manière, le journal faisant office d'interlocuteur impartial. Et le fait d'écrire en soi nous aider à mettre de l'ordre dans nos expériences et à réfléchir et à les comprendre. Clarifier la communication avec soi-même pouvait également se faire par le biais d'un dialogue intérieur sans passer par l'écriture. Ouais. So far, so good. Être en véritable contact avec une autre personne, entretenir une interaction fondée sur ses centres d'intérêt. Ouais. Ah la vache, comme ma voix elle est pas du tout en train d'être travaillée tout du long là, parce que parce que ma gorge est en sèche et je sais pas, ça passe pas très bien. Bah gros mood de dysphorie en fait, j'ai juste envie d'arrêter le stream rien qu'à cause de la dyspho. Et bon, on va pas s'arrêter à 23 minutes. Nous avons expliqué en quoi le fait d'être en contact authentique avec les autres et d'avoir des interactions fondées sur des centres d'intérêt était essentiel à l'épanouissement des personnes autistes. Nous avons évoqué le fait que les interactions sociales devaient soit être des liens réels qui s'établissaient plus facilement dans le cadre de relations sécurisantes, soit que nous devions rester seuls. Une véritable connexion a été décrite comme suit. Partager la même énergie, les deux personnes étant impliquées, intéressées par le moment présent, se sentir à l'aise ensemble. Dans le silence, créer et développer quelque chose ensemble, passer sans effort de l'intensité au calme et vice-versa. Être dans un flux commun et s'en sentir comblé, la présence physique facilite cela, tandis que la communication numérique la rend plus difficile. Sentir un pouls de l'amour, un rythme partagé, de la bienveillance, de l'humour, de la simplicité et de la présence. Disposer d'un espace pour parler de ses centres d'intérêt personnel avec quelqu'un qui s'y intéresse sincèrement et maintenir un rythme qui convienne aux deux personnes. Plusieurs d'entre nous ont souligné à quel point il était important que les autres ne se concentrent pas sur nos expressions faciales ou notre langage corporel, mais qu'ils se contentent simplement d'écouter de ce que nous disions. L'une d'entre nous l'a décrit ainsi. Me trouver dans une situation ou un contexte relationnel où l'attention n'est pas portée sur nos expressions, mais plutôt sur ce que nous faisions ensemble. Et c'est...
peux pas monter la hauteur sans avoir mal à la gorge. Et c'est peut-être ce sentiment-là, celui que nous sommes tous les deux ou tous concentrés sur ce qui est discuté, ce à quoi nous nous consacrons, ou même simplement ce que chacun d'entre nous est en train de faire. Mais c'est pour moi un élément vraiment essentiel d'une relation véritablement intime, qu'il n'y ait pas d'interprétation inutile. Émet un son comme elle frissonnait de malaise. Qu'il n'y ait pas d'interprétation inutile. Ah. On est sur quelle partie déjà? Parce que... c'est juste que ça m'a hit home a little too hard sur ce témoignage. L'une d'entre nous a expliqué qu'elle avait le réflexe de se surveiller constamment dans la situation sociale et qu'il lui fallait beaucoup de temps pour se sentir à l'aise avec de nouvelles personnes. Pour être pleinement présente dans la situation sociale, elle a besoin de l'une des trois choses suivantes. Une tâche fière sur laquelle se concentrer, un sujet de conversation intéressant et ou un certain degré de Yeah! Alcool! Ce sont les seuls moments où elle peut être... Pardon. Ah oui, mais effectivement, un certain niveau d'intoxication. Ce sont les seuls moments où elle peut être proche de quelqu'un sans se juger simultanément d'un point de vue extérieur et critique. Elle a expliqué que ce bien essentiel dépendait d'environnement, elle peut interagir sans avoir à se contrôler constamment. Dans ces espaces, elle peut être pleinement présente, vivre des liens authentiques ou s'engager socialement sans analyser en temps réel. Nous avons été nombreuses à souligner l'importance d'avoir quelques relations, peu nombreuses mais sûres, profondes et étroites, des relations loyales. Je suis au... Mais sûres, profondes et étroites, des relations loyales, authentiques, bienveillantes, où nous sommes appréciés pour ce que nous sommes vraiment. Et on a besoin que ce soit dit. Dans ces relations, nous pouvons plonger directement dans une conversation, parfois sans même dire bonjour, en nous lançant simplement dans quelque chose qui nous semble véritablement significatif. Ces relations peuvent être avec la famille, des amis, des collègues, voire des clients, des patients, des usagers de service. L'une d'entre nous l'a décrit ainsi. Sans avoir besoin de dire bonjour. Trop. Alors, je sais que j'arrive avec un bon niveau d'amitié avec quelqu'un quand on peut directement passer à la conversation du moment sans passer par bonjour. Il y a encore des bonjours entre l'amitié et pas. Bref. Mais si vous me voyez de moins en moins dire bonjour, c'est plutôt une bonne chose. J'ai désormais un collègue avec qui je travaille tous les jours. Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais nos interactions sociales sont tantôt intenses, tantôt plus distantes. Nous sommes franches l'une envers l'autre et nous partageons les mêmes valeurs. Je me sens en sécurité, c'est une source de réconfort et d'enrichissement. Je tire également beaucoup de bien-être social de mon travail clinique en tant que psychologue. Cela peut paraître étrange, bien sûr, les relations avec les clients sont asymétriques à bien des égards, c'est moi qui porte la responsabilité et l'attention n'est pas centrée sur moi. Mais pour moi, c'est un environnement social détendu, intéressant, bienveillant, clair et authentique. C'est vrai que si t'es pas authentique avec ton psy, tu vas pas aller très loin. C'est une forme de proximité différente. Dans ces moments-là, je me sens profondément connecté à moi-même et j'éprouve de l'espoir vers l'humanité et ma place en son sein.
Ce que je ressens rarement dans le monde ordinaire. C'est probablement parce que la structure sociale y est à la fois organisée et libre, et que parce que ma capacité à discerner des schémas et à remarquer des détails et à garder plusieurs choses à l'esprit en même temps s'avère vraiment utile dans ce contexte. Il n'y a pas de conversation superficielle, tout ce qui est dit a de l'importance. Généralement. Et nous abordons ce qui m'intéresse véritablement. C'est comme si j'entrais dans un état d'hyperconcentration relationnelle, sociale et intellectuelle. Voilà. Ça là, ça. Relationnel, social et intellectuel. C'est ce que je veux de mes amitiés, personnellement. Parce que, bah... Je pense qu'on y gagnera tous. Tout bêtement. Tous et toutes. Et puis c'est cool. C'est grave cool dans ce genre de moment. Je viens d'entendre un tout, mais j'étais convaincu d'avoir éteint mon Discord. Ça fait tout, alors que j'étais convaincu que mon Discord était éteint et je ne le vois pas dans ma barre de tâches. That's... Oui. On a une seconde. Là, j'entendais tout depuis tout à l'heure, alors que mon Discord était éteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en ne pas déranger. Avec un peu de chance, ça va aider les choses. C'est Valtteri. Ok, je sais pas pourquoi mon Discord est censé être complètement éteint et ça a quand même envoyé. Ok, c'est pas grave. L'hyperconcentration relationnelle, sociale et intellectuelle, je me comprends et j'agrandis. Le fait que beaucoup de personnes que je rencontre dans mon travail soient neurodivergentes y contribue peut-être aussi. Bah, généralement, quand t'es neuro... OMG, so sorry. It's okay, Valtteri. I was just not understanding it because I was so certain of me that I closed Discord. Mais ce n'est pas la question, c'est davantage la forme même de sexe social. Okay. So, Valtteri, it's okay. I'm just like... I was so certain I had closed Discord, you know? And I was like, why do I hear like notification? Also, thank you for subscribing at tier 2 for 5 months. Yeah, that's the only fucking emote you're getting out of it, you know? You know that. So here's the thing. Was it? Was it? Yeah, I don't know for the Discord notification. That was weird. Like normally when I close my Discord, it's closed. It's not supposed to stay on. So I wonder why I had notification. Maybe there is a window somewhere with my... I don't know. Also, my voice is fucking bad today, so I'm very dysphoric, but that will be fine. Nous sommes nombreux à l'avoir décrit comme comment nous faisons l'expérience du bien-être social à travers les jeux parallèles, c'est-à-dire le fait d'être physiquement en présence de quelqu'un tout en faisant chacune son activité, sans avoir besoin d'interagir par la parole.
Ah, bah je vois ce qui est dit quoi ici, tout ça. Adapter les situations sociales à ses propres besoins. Plusieurs d'entre nous ont décrit les différentes stratégies que nous utilisions pour adapter les situations sociales afin qu'elles répondent mieux à nos propres besoins et favorisent notre épanouissement. L'une de ces stratégies consiste à recentrer notre attention pour nous permettre de mieux gérer les situations sociales qui ne correspondent pas naturellement à notre façon de fonctionner. L'une d'entre nous expliquait qu'elle mettait à profit son intérêt pour les gens pour observer les autres dans leur situation au lieu de se concentrer uniquement sur l'interaction. De cette manière, elle s'adonne à l'observation, ce qui l'aide à se sentir plus à l'aise. J'ai fini une gourde d'eau, c'est pour ça. J'ai pas assez d'eau. De cette manière, elle s'adonne à l'observation, ce qui l'aide à se sentir plus à l'aise. Une autre stratégie consiste à se réfugier dans un espace intérieur ou se retrouver un ami imaginaire avec lequel dialoguer au sujet d'une personne présente dans la situation sociale. Une d'entre nous la décrit ainsi. Cela crée un espace, une distance qui favorise la réflexion, juste ce qu'il faut pour me recentrer, pour prendre conscience de ce qui m'affecte et pourquoi. Cela m'empêche d'être submergé par le malaise, l'invite d'oppression et l'autocritique. Cela m'aide à concilier mon monde intérieur et mon monde extérieur. J'observe les autres et j'accepte de ne pas être au meilleur de moi-même dans ces situations, et c'est pas grave. And that's okay. L'observation des autres a été décrite comme un moyen de rendre les situations sociales plus captivantes. Une autre façon de rendre les interactions sociales, une de rendre les interactions plus intéressantes consistait à interroger les autres sur un sujet qui nous intéresse personnellement, et en orientant la conversation vers un thème captivant. Si les situations sociales étaient une réunion de travail, on pouvait la considérer simplement comme une tâche rémunérée de plus. Quelque chose à accomplir sans trop réfléchir ni remettre en question, puis passer à autre chose. L'une d'entre nous a expliqué qu'elle considérait les communications sociales comme une compétence à acquérir à l'instar de la pratique d'un instrument de musique ou même d'un jeu. Agreed. Agreed, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Cette façon de voir les choses rend les situations sociales plus agréables. Un autre aspect de cette approche réside dans les stratégies visant à adapter l'interaction sociale au rythme de son propre traitement cognitif. Voice. Voice is bad. Also, I'm just thinking, Valtteri, but don't you have bad luck with your timing? How many times have you been sending me DMs while I was streaming? And I'm streaming like 1 hour a week. Or 2 hours, depending if I do it like 1 hour. You have a fucking bad timing on this. Oh. Oh, congrats from your 10 watch streaks. No, it's fine. It's fine. Really, it's fine. Because when you think about it, when you think about it, when you think about it, that's on me. Like you are in another continent and you're answering to my DMs that were some like hours ago. So it's pretty normal that we have like different timing. That's funny in terms of timing. And that's only before I was putting my Discord in Do Not Disturb, and I forgot since I was just like, I'm just gonna close it off. And it was normally it's not even minimized. That's why I don't get notification in my ears. Maybe a tab window somewhere, like on my browsers, but I don't know.
Par exemple, l'une d'entre nous a expliqué qu'elle se sentait plus à l'aise dans les situations sociales lorsqu'elle se gardait le temps nécessaire pour réfléchir et s'exprimer. Car cela lui permet de se sentir plus authentique. Cela illustre également les stratégies permettant d'adopter une perspective non pathologique empreinte d'amour-propre. Beaucoup d'entre nous ont décrit comment elles avaient cessé de se concentrer sur le sentiment d'inadéquation pour se montrer plus intelligentes envers elles-mêmes dans la situation sociale. Nous avons recadré cela non pas comme un problème venant de nous, mais tout simplement comme une situation qui ne correspondait pas à notre façon de fonctionner. Eh. Ne pas me culpabiliser autant parce que c'était pas ma situation, mais j'ai fait de mon mieux. Moi, mon problème avec ça, c'est que tu vas essayer de te dire ça au début. Tu vas essayer de te dire ça. Et, et après. Et après que tu commences à te dire ça, ou tu sens que ça n'a pas été, tu vas recevoir un message. Alors que tu as vraiment fait de ton mieux du coup dans la situation. Quoi. Et tu vas recevoir un message qui va te descendre mentalement, entre guillemets, dans le sens où tu vas être là en mode c'était correspondait pas à ma façon de fonctionner, c'est pas grave, j'ai quand même fait de mon mieux par rapport à la situation. Et ensuite, tu reçois un message comme quoi t'as blessé une autre personne. Parce que ta manière de fonctionner et ta manière d'avoir fait de ton mieux était pas la bonne. Si tu reçois pas de message, c'est une chose. Si tu reçois un message qui te dit bah écoute, j'ai bien vu que ça allait pas dans cette situation, voici ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Mais si tu reçois un message du type bah en fait ce que t'as fait là c'était pas ok du tout et bah moi ça me fait me sentir mal, très très mal. Et du coup je te dis juste ça en espérant que ça améliore les choses sans te donner la guideline de comment améliorer les choses. Sans te donner la guideline de comment améliorer les choses. C'est important la précision. Parce que si on te donne la guideline pour améliorer les choses, bah du coup il y a un espoir de faire mieux dans le futur. Si tu te donnes pas de guideline, t'es en mode bah du coup je dois me démerder, genre, et du coup c'est conséquences, mais du coup qu'est-ce que je dois faire? Et là la personne n'a pas la réponse, et comme la personne n'a pas la réponse, t'es en mode bah si tu me provides pas de guideline, comment tu veux que je change? Comment tu veux que je change pour que les choses aillent mieux? Et du coup tu te sens encore plus mal parce que tu vois bien que la personne en face de toi elle est blessée, qu'elle sait pas comment faire, tu sais pas comment faire non plus, personne ne sait comment faire, et à la fin. Et à la fin, bah rien n'est fait. Rien n'est fait, la situation elle est pourrie pour tout le monde. Choisir ses cercles sociaux. Bah, pour le moment, j'ai rien appris. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que je lis, quasiment. Pas trop. Peut-être que vous aurez appris des trucs, mais pas moi. J'espérais obtenir une vie meilleure de tout ça. Pourquoi vous me montrez des trucs que je fais déjà dans ma vie? Nous avons évoqué l'importance de pouvoir choisir nos entourages sociaux. Nous sommes nombreux à rechercher des situations sociales avec des personnes avec lesquelles nous nous sentons à l'aise et à éviter celles qui ne conviennent pas. Les nouvelles relations sont décrites comme plus épuisantes, c'est pourquoi nous préférons souvent passer du temps avec des personnes que nous connaissons déjà et qui nous connaissent bien. En d'autres termes de relations sûres, l'une d'entre nous a expliqué à quel point il est crucial que ces limites soient respectées. Ta, ta, ta. Du coup, je n'ai jamais ce sentiment, j'ai déjà vécu des situations où ça en vient presque à je n'irai pas jusqu'à parler de violence. C'est quelque chose qui s'en rapproche quand je me sens fatigué, je le fais savoir, mais la personne ne l'accepte pas et dit on peut discuter encore un peu ou tu es déjà fatigué, il y a tellement de choses qui rendent plus difficile de mettre fin à l'échange. Mais quand je suis avec une vieille amie, on va dire, c'est tout simple, je suis fatigué, d'accord, c'est allé. J'ai ce genre de vocal avec une amie, genre, ça arrive quoi? C'est un peu weird, c'est un vocal qui arrive, genre c'est elle qui vient voir en mode hey, coucou, on peut se faire un vocal? Et on galère à planifier le vocal, parce que nos emplois du temps ils matchent pas. Et puis le vocal, je planifie à chaque fois environ une heure et demie. Souvent une heure et demie, comme ça je bloque mon agenda pour une heure et demie, moi ça me fonctionne avec mon autisme. Et du coup dans ma tête c'est hmm, il y a de grandes chances que de toute manière ça ne fasse qu'une heure. Mais des fois ça peut faire une heure et demie, du coup bah.
Et du coup, je suis pas choqué, entre guillemets, j'ai souvent des plans B avec cet ami en question, des trucs à faire après, au cas où elle annule au dernier moment, parce que bah, maladie, fatigue, tout ça. Bref. L'une d'entre nous expliquait que les environnements sociaux qu'elle apprécie sont soit simples, soit stimulants. Elle les a définis comme étant clairs, directs, informatifs, exigeants une réflexion rapide et axée sur des sujets amusants et intéressants. Une autre a indiqué qu'elle souhaitait évoluer dans des environnements inclusifs et bienveillants où elle se sentait comprise, appréciée et respectée. Ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, tu parles, la personne te comprend, mais elle t'indique pas qu'elle t'a bien compris dans sa manière de parler. Ce qui, du coup, comme tu ne te sens pas comprise, tu te sens pas respectée et tu te sens pas appréciée en retour. Quand même la personne essaie d'être bienveillante, en fait, il y a des manières d'être bienveillante pour des personnes autistes. Et c'est pas la bienveillance que vous pensez. Une d'entre nous a souligné qu'être autiste ne signifiait pas automatiquement qu'elle s'épanouit davantage en compagnie d'autres personnes autistes. Merci. Merci. Au contraire, cela dépend des traits de personnalité de l'autre personne. Par exemple, si elle communique de manière directe, elle peut donc tout aussi bien tisser des liens avec une personne neurotypique. Nous avons évoqué le fait que nous préférons les contextes sociaux où on nous prend au sérieux, même lorsque nous posons des questions inhabituelles ou inattendues. 10. Dans ce qui se suit, 3 d'entre nous explorent avec un mélange d'intérêt sérieux et d'amusement des conversations sur le fait de poser des questions bizarres. Ce qui me fait penser à le nombre de fois où je pose des questions qui n'ont pas l'air relevantes, entre guillemets, sur le début. Alors, interview facile, je pense à poser beaucoup de questions, mais jamais les questions habituelles. Je m'intéresse pas, je ne m'intéresse jamais aux animaux de compagnie des gens, à leurs petits-enfants, aux travaux de rénovation chez eux, mais ce genre de choses. À la place, je pose des questions profondes ou simplement quelque chose complètement aléatoire, tout ce qui me passe par la tête. L'une d'entre nous, comme quel genre de brosse à dents tu as, qu'est-ce que ça donnerait? Oui, c'est tout ce qui peut m'intéresser à ce moment-là, ça peut être n'importe quoi. L'une d'entre nous deux, quelle merveilleuse question, je dois y réfléchir, quel genre de brosse à dents serais-je? Not gonna lie. Combien de personnes m'ont vu dans leur DM en train de leur poser la question la plus what the fuck possible parce que c'est mon sujet du moment? Ah, des fois j'ai la peur. Coucou, est-ce que tu peux me donner ton avis psychologique sur les relations entre les personnes? Et genre précisément sur le sujet de la toxicité qui est tolérée dans les relations amicales ou quelque chose dans le genre. Non, je lis pas des études là-dessus en ce moment. Euh, Exactement. Alors, je trouve intéressant de demander aux gens quand ils sont nés ou quelle est leur taille, par exemple. Je peux aborder directement un sujet d'apparence aléatoire si ça m'intéresse, ou je trouve, si je me trouve dans un contexte où les gens sont ouverts, je trouve ça généralement amusant. Openness. L'une d'entre nous deux. Oui, mais j'ai du mal à être perçu comme un peu drôle. Ce qui me semble très spécifique, je ne sais pas si je veux être un peu drôle. Je vais être prise au sérieux. Par exemple, si je demande j'ai une brosse à dents rouge, qu'en penses-tu? Ne pas que la réponse soit soit haha, c'est drôle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je demandais quel genre de brosse à dents as-tu? C'est marrant parce que des fois on dit qu'on est direct, mais on a nos propres protocoles autistiques entre guillemets dans notre directness. Mais ça, c'est vraiment pas le genre de réponse qu'on veut entendre. On veut vraiment savoir quelle brosse à dents tu as. Genre, je viens de share un truc, je t'ai posé une question. Parce qu'on veut aussi savoir ce que toi tu en penses de ton côté et ce que toi tu as de ton côté. En fait, il y a plusieurs questions en une, entre guillemets. Nous avons également évoqué le... Ah, ah non. Nous avons également évoqué le fait que la communication et l'interaction sociale doivent avoir un objectif précis plutôt que de se limiter à passer du temps ensemble sans but précis.
Par exemple, 2 d'entre nous réfléchissent aux activités sociales qui leur semblent agréables. On va s'arrêter à planning. Je suis fatigué. L'une d'entre nous, avec quelques amis, on allait dans la station d'épuration lorsqu'ils organisaient une journée porte ouverte et une visite guidée, pas parce qu'on s'était adhéré aux stations d'épuration, mais parce que c'est plus facile quand on a quelque chose à faire. Une intervieweuse, au moins ça donne toujours un sujet de conversation. Une d'entre nous, exactement, et puis c'est comme si on se disait, on est là pour en savoir plus là-dessus, plutôt qu'on est là pour passer un bon moment. J'aime bien les visites à des endroits complètement loufoques, personnellement. Après, j'aime bien aussi inviter les gens en inviter à droite à gauche, mais auquel cas, ça veut dire que pour moi, mon sujet du moment, c'est toi. Toi qui m'accompagne. Et toi qui m'accompagne, c'est quoi tes idées sur les trucs qui m'arrivent dans ma vie? Et c'est quoi? Et dis-moi ce qui t'arrive dans ta vie. Et dis-moi c'est quoi tes pensées dans ta vie. Et dis-moi. C'est ce qui se passe quand une personne a un intérêt spécifique pour les gens. I want to know stuff. And I don't want to know about your children. I want to know about the political position you're taking. Beaucoup d'entre nous préfèrent les petits groupes car c'est ainsi que nous fonctionnons le mieux. Agreed. Mon maximum perso, c'est 4. 4 incluant moi. Cependant, lorsque nous nous retrouvons dans des groupes plus importants, l'une d'entre nous expliquait qu'elle considérait la plupart des personnes comme des personnes de second plan plutôt que de se concentrer directement sur elles, ce qui rend la situation plus difficile à gérer. D'autres ont déclaré qu'elles appréciaient en réalité des grands groupes car elles pouvaient s'accorder des pauses sociales et se sentir moins sous pression. C'est le petit avantage. Que lorsque l'attention n'était pas constamment braquée sur elles. Le problème, c'est que je suis une personne qui est assez grande IRL et du coup, j'existe quoi. Une d'entre nous a souligné à quel point il est important de vivre seul pour pouvoir choisir quand s'engager socialement. Ah, j'ai un coloc maintenant, mais pendant longtemps, je pensais que je prendrais pas de coloc. Je ne veux pas non plus que les gens soient trop proches de moi. Je ne veux pas que quelqu'un habite chez moi car je ne pourrais pas plus m'isoler. Je veux sortir avec des amis puis pouvoir rentrer chez moi. Après, j'ai ma chambre. It's okay. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi. Hey, bah il y aura une partie 4, il y aura une partie 4 et ça devrait finir à la partie 4. Au vu de ce que je vois, ça va pas être trop long. En vrai, j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est pas étonnant et je suis d'accord quoi. That's all. Du coup, merci à tous d'avoir suivi et puis on se reverra la prochaine. Bye bye. Do you people want to say goodbye or I just close the stream? Oh. You have a bye from Valtteri. There we go. And Valtteri is redeeming a hopla! And hopla! This is done now. Bye bye!